RCA, la tenue de l'élection présidentielle et la présence de la MINUSCA n'ont pas mis fin aux violences ethnico-religieuses. En attendant l'ouverture des travaux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la Cour pénale spéciale est la seule institution qui pourrait se pencher sur le sort des nombreuses victimes. Jean-Arnold Clément, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'Observatoire Pharos qui vient de rendre un rapport aux autorités centrafricaines sur les victimes de la crise de 2012. Mais pourquoi avoir consacré vos enquêtes uniquement à 5 villes alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les groupes armés contrôlent 80% du territoire centrafricain? Notre objectif était tout à fait clair, sortir de Bangui. Tout s'est passé à Bangui depuis 40 ans et il faut sortir de Bangui. Et bien sûr, nous avions une vingtaine d'enquêteurs. Nous les avons envoyés dans 5 villes qui ont été choisies par notre comité de pilotage comme 5 villes assez symboliques de la crise et du nombre de victimes qui se sont accumulées dans ces villes, fuyant des zones de combat. Alors bien sûr, on aurait pu faire beaucoup plus. On a écouté 400 victimes en 8 jours de temps. C'était déjà pas mal. Et c'est à partir de là que nous avons pu travailler notre rapport. Alors on voit que l'élection présidentielle, je le disais en introduction, n'a rien réglé, la présence de la MINUSCA non plus. Et de plus en plus, on constate que la RCA ne fait plus partie des priorités de l'agenda international. Certainement pas. La plupart des puissances se sont retirées sur la pointe des pieds. Je sais que la MINUSCA, le Programme des Nations Unies pour le développement, a énormément de mal à faire rentrer les fonds qui ont pourtant été promis à Bruxelles pour la reconstruction, la réconciliation. Ce qui nous semblait absolument fondamental, c'est de dire qu'il n'y aura de véritable reconstruction qu'en mettant les victimes au cœur de cette réconciliation et de cette reconstruction. Si on ne les écoute pas, si on ne fait pas miel du passé, alors on reconstruira un pays qui retombera dans une crise un peu plus tard. Alors, votre rapport propose 61 propositions pour sortir de cette crise, enfin. Mais quelles sont les propositions les plus prioritaires pour enfin que les victimes se sentent écoutées? Il y a 3 grandes lignes dans l'écoute que nous avons faite de ces victimes. La première, c'est le sentiment d'abandon qu'elles ressentent. Et il fallait que nous disions au gouvernement, aux partenaires internationaux, aux OSC, aux ONG, écoutez, il faut que vous écoutiez les victimes. Elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être reconnues comme victimes. Ça, c'est la première grande ligne. La deuxième grande ligne, c'est qu'elles nous disent, nous avons besoin de justice. Et vous avez parlé dans votre introduction de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui pourrait se mettre en place dans quelques mois. Qui a pris du retard. Qui a pris du retard. Qui aura, je dirais, d'autant plus de retard que si la sécurité ne revient pas, on ne voit pas très bien comment elle fonctionnera. Mais c'est le lieu où les victimes pourront enfin entendre qu'on les écoute et qu'on est prêt à leur faire justice. Et puis, au-delà de tout cela, il y a cette volonté de réconciliation dans un pays où la citoyenneté est quelque chose qui est à construire entièrement. Alors, plusieurs victimes insistent sur le rôle fondamental des femmes. Elles disent qu'il faut qu'elles parlent à leurs enfants, à leurs maris, pour qu'ils déposent les armes. Il faudrait qu'elles parlent à leurs enfants, à leurs maris quand elles ont encore des enfants, quand elles ont encore des maris, elles en ont beaucoup perdu. Les femmes sont doublement victimes, dans toutes les crises, là comme ailleurs. Elles sont doublement victimes parce qu'elles ont perdu leurs biens. Le plus souvent, ce sont les maris qui ont été exécutés. Beaucoup ont été blessés. Elles ont perdu des enfants. Mais on compte sur elles pour reconstruire le foyer familial alors qu'elles sont le plus souvent déplacées loin de chez elles. Elles sont doublement victimes. Elles ont été violées. Et il est important, et nous le disons dans notre rapport, qu'une attention particulière puisse être faite à la reconstruction de ces femmes, à la possibilité pour elles de trouver justice et de se reconstruire. Alors, le président Touadéra a maintes fois déclaré qu'il était contre l'impunité. Or, on se rend bien compte que la Commission Vérité, Justice et Réconciliation n'a toujours pas démarré ses travaux. Subit-il des pressions des groupes armés ou alors des anciens présidents que sont Bozizé et Jotodia?
Je peux difficilement dire s'il subit des pressions. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, tout cela prend un temps énorme, et les victimes attendent. Pourquoi cela? Parce qu'effectivement, 70-80% du territoire est encore entre les mains de fauteurs de troubles, de criminels de guerre, d'hommes poursuivis pour crimes contre l'humanité et qui se sont en quelque sorte accaparés les richesses du pays. Il n'y a plus tellement les anti-Balaka d'un côté, les Séléka de l'autre, qui se combattraient les uns les autres. Il y a en fait des gens qui ont accaparé les richesses du pays et qui ne sont pas prêts à les laisser. Alors, les conseillers russes du président Touadéra sont, eux, favorables à une indemnisation des chefs de guerre pour les inciter à déposer les armes. C'est ignorer la souffrance des victimes, cette proposition. Moi, je vous dis mon sentiment. Je ne suis pas un politicien, mais je pense qu'il n'y a de paix possible que s'il y a justice. S'il n'y a pas une possibilité de justice, si on préfère l'amnistie à la justice, alors on sait que l'on repartira pour des crises nouvelles. Et je pense que c'est un des messages de notre rapport. Il a été commandé par le président de la République. C'est le président qui nous l'a demandé pour accompagner le plan de relèvement du pays. Il nous a dit faites un certain nombre de dialogues, d'écoutes structurantes pour la vie de ce pays et sa reconstruction. Et nous nous sommes tournés vers les victimes. Elles demandent justice et il faut qu'elles retrouvent justice. Quelle forme? Ce n'est pas à moi de le dire. Je ne dis pas qu'il faut des condamnations, mais je dis que si on ne les écoute pas, si on ne tient pas compte de leur expérience, alors on ne pourra pas reconstruire le pays. Alors, il y a une cour pénale spéciale qui a été instaurée en RCA, qui est une juridiction nationale du reste. Pour l'heure, elle n'a instruit aucun dossier, alors que son mandat s'achève en 2020. Elle est, si j'ai bien entendu, sur le point de se mettre au travail. Si j'ai bien entendu aussi, elle a déjà travaillé dans cette période où elle attendait d'avoir le fonctionnement administratif nécessaire. Elle a déjà travaillé à enquêter, à lancer des enquêtes. Et je pense que très rapidement, dès qu'elle sera en action, elle pourra saisir un certain nombre de gros poissons. Encore faut-il qu'on les lui livre. Encore faut-il qu'effectivement, il y ait une autorité militaire, gendarmerie, police suffisante qui puisse capturer ces victimes. Moi, ce qui m'a... Or, aujourd'hui, la Centrafrique est un pays exsangue. Exsangue, oui. Ce qui m'a bouleversé, vous voyez, c'est que dans les témoignages que nous avons reçus, nous en avons publié certains, les victimes parlent de Sidiki, d'Abdoulaye Hissène, de gens qui sont parfaitement désignés. Et elles nous disent, s'ils restent là, comment voulez-vous que nous puissions nous reconstruire? Alors, au début de la crise, en 2012, il y a trois religieux qui ont prôné le dialogue. Il s'agit du cardinal Zapalinga, du pasteur Kobina et de l'imam, non plutôt du pasteur Kwame et de l'imam Kobiné. Ils sont de moins en moins audibles. Pour quelles raisons, selon vous? Ils sont toujours là. On les entend moins. Mais on les entend moins. Pourquoi cela? Parce que, à mon avis, les forces politiques en présence font le jeu de ce qui se passe en Centrafrique. Il y a de grandes difficultés politiques en Centrafrique à l'heure actuelle, entre les uns et les autres, comme si déjà on prévoyait la prochaine élection présidentielle et que les uns et les autres voulaient se placer, choisir leur camp. Alors que, encore une fois, je ne parle pas en politique, ce dont la Centrafrique a besoin, c'est d'une union nationale derrière un projet de reconstruction, un projet où tout le monde met la main à la pâte et vient écouter les victimes et reconstruire autour d'elles. Alors, au lendemain du génocide au Rwanda, en plus du tribunal pénal, il y a eu une justice de proximité, les fameux gachacha, qui étaient des juridictions locales. Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de cet exemple rwandais pour régler la crise en RCA? Tout à fait. Et la commission Vérité, Justice, Réconciliation, Réparation, Réconciliation fait partie de cet ensemble
dit justice transitionnelle. Il faudra inventer d'autres systèmes, il faudra inventer une justice de proximité. Il faudra par exemple retrouver la justice traditionnelle. Vous savez probablement que les maires dans le temps réglaient tous les problèmes de voisinage. Ils recevaient un petit écho chaque mois pour tous les lundis, tous les mardis, faire la justice dans leur village. Et cette justice de proximité est quelque chose qu'il faut reconstruire parce que les habitants de Centrafrique croient que la justice est possible. Croit-il encore en l'État centrafricain? C'est tout à fait étonnant. Dans les témoignages qu'ils nous ont apportés, en même temps qu'ils disent « nous sommes abandonnés », ils disent « mais il n'y a que l'État qui peut venir à notre secours ». Nous croyons qu'il peut le faire. Nous croyons qu'il peut mettre en place des forces de sécurité. Nous croyons qu'il peut remettre en place une administration. Nous croyons qu'il est possible de reconstruire ensemble. Et que des victimes nous disent qu'elles croient en la réconciliation est quelque chose, moi, qui me bouleverse. Merci Jean-Arnaud Clairon. Merci, madame.